Alors, j'analyse cette affaire et les événements de la semaine également avec notre panel de journalistes. Joël Denis Bellavance, chef du bureau à Ottawa pour la presse. Émilie Bergeron, correspondante parlementaire à la presse canadienne. Et Catherine Lévesque, qui exerce les mêmes fonctions au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ça continue de brasser à Ottawa. Vraiment, le ministre Mendicino est sur la sellette. Les conservateurs demandent sa démission. Le Bloc québécois s'en mêle également. Et là, on apprend que le bureau du premier ministre avait été informé du transfert de Paul Bernardo au mois de mars également. Catherine, je commence avec vous. On peut se demander comment ça marche au niveau des communications au sein des ministères du gouvernement. Oh mon Dieu, c'est tout un fiasco. De toute évidence, l'information avait été envoyée. Le problème, c'est que l'information s'est pas rendue aux personnes qui étaient concernées. Écoutez, je pense que c'est bon. Il faut dire que les employés politiques, on n'a pas la crème de la crème en ce moment, là, en tout respect pour les employés politiques actuels. Il faut dire que ceux qui étaient compétents, ceux qui étaient de haut calibre, ceux qu'on avait au premier mandat, finalement, sont tous partis après deux gouvernements minoritaires et ils ont quitté le bateau. Alors là, on se retrouve avec des gens qui ont moins d'expérience, peut-être qui ne savaient pas qui était Paul Bernardo, qui n'ont peut-être pas saisi l'ampleur de la situation. Des fois, quand on est très jeune, on n'a peut-être jamais entendu parler de Paul Bernardo. Bon, en même temps, il y a Google, on peut toujours le rechercher son nom, mais c'est certain que ça n'a peut-être pas la même signification que pour quelqu'un, par exemple, qui a suivi là, son procès à la télévision ou quoi que ce soit. Alors là, je pense qu'il y a eu un effort de tenter de protéger le ministre Mendicino dans ce cas-ci, mais de toute évidence, là, on aurait vraiment dû l'informer bien avant que la décision soit prise, parce que là, justement, ça ne regarde pas bien pour lui en ce moment. Oui, parce que, en plus, Joël Denis, les affaires s'accumulent. Il y a Bernardo pour Mendicino, il y a le mémo du SCRS pour le ministre Blair. Comment on peut expliquer que finalement l'information semble ne pas se rendre? C'est inexplicable. Et tout à fait, je vous dirais même impardonnable. Sur le plan politique, c'est très mauvais pour le gouvernement Trudeau. Les bévues, les bourdes s'accumulent en fin de session parlementaire et je pense que ce gouvernement-là va terminer la session sur les genoux. On le voit aussi avec l'ingérence étrangère. Mais dans le cas de M. Mendicino, c'est pas la première bourde. On a fait le calcul, en fait, les partis d'opposition l'ont fait, donc je l'ai repris. Il y a eu 4 bourdes importantes au cours des 12 derniers mois. La question du convoi de la liberté, M. Mendicino a indiqué que ce sont les corps policiers qui avaient demandé est-ce qu'on invoque la loi sur les mesures d'urgence. C'était pas vrai. Sur le contrôle des armes à feu, il a introduit des amendements à la sauvette dans un comité qui a dû retirer parce que ça a soulevé une levée de bouclier. La question de Bernardo, ça en est un autre. Et il y a aussi la question de l'ingérence étrangère. Il a affirmé que tous les postes de police chinois, soi-disant, qui étaient en fonction à Ottawa, étaient tous fermés. Or, il ne semble pas que ce soit tout à fait le cas. Donc, M. Mendicino, je pense, se retrouve sur la porte de sortie, sur la voie de sortie, quand il va y avoir un remaniement ministériel, et ça semble maintenant acquis que ça va avoir lieu cet été, un remaniement ministériel, M. Mendicino va soit être muté ou exclu du cabinet. Émilie, qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire, vous? C'est embarrassant et comme le dit Joël Denis, c'est évidemment pas la première fois. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour les conservateurs, c'est pas la première fois que c'est une cible, M. Mendicino. Et les libéraux essaient un peu de retirer cette cible-là à la période des questions aujourd'hui, donc au deuxième jour de la controverse. M. Mendicino était en chambre. Il a dû patienter sagement 15 minutes avant de se lever lui-même et de répondre. Donc, les libéraux ont choisi d'envoyer le leader parlementaire, Mark Ullen, à sa place. Donc, ça laisse entendre quand même d'attendre 15 minutes de barrage de questions. Ça laisse entrevoir qu'on essaie de retirer cette cible-là. Mais là, avec la nouvelle cible du premier ministre, c'est encore plus du bonbon pour les conservateurs et aussi pour les autres partis d'opposition. Oui, et on le sent vraiment très sur la sellette. Catherine, est-ce que vous pensez, comme Joël Denis, que les jours de Marco Mendicino sont comptés? Je crois que oui. En ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de lettre de démission. Je pense pas que le premier ministre a l'intention de le renvoyer pour l'instant. On ne sait même pas s'il y a des employés même qui ont été renvoyés. Ça ne semble pas vraiment être le cas. Tout ce que M. Mendicino a dit, c'est « I've dealt with it ». Je m'en suis occupé. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais oui, effectivement, je pense que vraiment, il est dans la liste de ceux qui vont probablement perdre leur portfolio la prochaine fois. Oui. Joël Denis, juste pour revenir là-dessus, parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs de remaniement ministériel. Bon, vous semblez dire qu'il va y en avoir un cet été? Oui, j'ai parlé à quelques ministres et ils s'attendent justement à un remaniement ministériel au courant de l'été. Pourquoi? Parce que ça va faire presque 2 ans que ce gouvernement a obtenu ce deuxième
deuxième mandat minoritaire. Donc, on va vouloir aussi tenter de faire un reset, comme on dit ici, en bon langage politique, de l'agenda politique. Mais aussi, je pense que M. Trudeau va faire le tour de ses ministres, demander à qui souhaite briguer à nouveau les suffrages. Il y en a peut-être plusieurs qui vont dire, moi j'ai terminé, je vais passer à autre chose. Donc, comme les Bill Blair, Joyce Murray, peut-être même Lawrence Macaulay, qui ont atteint un certain âge, l'âge de la sagesse, certes, mais l'âge peut-être de la retraite. Ils vont probablement indiquer qu'ils ne souhaitent pas briguer à nouveau un suffrage. Donc, ça va ouvrir de la place pour du 109. Des élections partielles lundi. Peut-être que ce 109 proviendra de l'Ouest avec Ben Carr, le fils de l'ancien ministre Jim Carr, ou encore Anna Guinée du Québec. Mais je vous dirais ceci rapidement. Je pense que M. Trudeau va faire un remaniement ministériel en fonction des feux à éteindre et choisir ses meilleurs porte-paroles. Pascal Saint-Onge en est une, je pense qu'il mérite une promotion, et peut-être Sean Fraser. Il pourrait devenir le pompier en chef du gouvernement parce que c'est un excellent communicateur, il ne commet pas de faux pas, même si parfois les dossiers sont difficiles. À suivre donc cet été. Ouais. Je veux vous entendre sur C18 pour mettre au pas plutôt les géants du web, parce qu'on s'attend à ce que ce soit adopté sous peu, dans les prochains jours. Meta, Google mettent déjà leurs menaces à exécution. Émilie, comment ça se dessine l'affrontement entre le gouvernement et les géants du web, selon vous? Si vous demandez à n'importe quel député, n'importe quel ministre, et la plupart des sénateurs, ils vous diront c'est un bluff. C'est un bluff de Meta. C'est un bluff que Google a fait quand il a mené ses propres tests en mars. Effectivement, dès le début juin, moi, j'ai posé la question à plusieurs sénateurs. Aucun n'était surpris et aucun ne se disait intimidé. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le débat en troisième lecture, donc la toute dernière étape au Sénat, a déjà commencé et ça va être adopté. C'est certain que ça va être adopté aujourd'hui, dans les prochaines heures. En Chambre, moi, je ne m'attends pas à ce que ça soit compliqué parce que quand on regarde les amendements, la quasi-totalité, le gouvernement n'aura pas de problème avec ça. Donc, ce ne sera pas une tâche difficile que ce soit finalement là, que ça lève la sanction royale d'ici la fin de la session. Moi, j'ai entendu quand même la seule personne qui m'a dit on ne sait pas si Meta va se rallier comme ils ont fait en Australie. C'est la sénatrice Julie Méville-Deschênes. C'est la seule qui a osé dire ça. Mais je n'ai pas entendu personne dire à micro ouvert là, que ça pourrait être le cas. Selon elle, le modèle d'affaires de Meta est très différent de celui de Google. Donc, c'est ça qui explique. Puis, ils ont appris de leurs erreurs en Australie. Mais c'est la seule que j'ai entendue. Joël Denis, en 5 secondes. Je pense que c'est pour M. Trudeau, c'est un élément qui peut lui permettre de rehausser encore plus sa crédibilité au Québec. Pourquoi? Parce que c'est question d'identité, de culture. Meta, si en coupant les vivres, l'accès à l'information, c'est une question de culture au Québec et ça, pour lui, c'est toujours porteur. Je termine, il nous reste quasiment plus de temps, mais sur le dossier de l'ingérence étrangère, M. Trudeau a dit que les négociations avec les partis, les discussions en fait avec les partis sur la suite des choses sont terminées, sont sur le point de se terminer. Catherine, vous vous attendez à une décision quand dans le dossier de l'ingérence, sur une possible commission d'enquête? Oui, en quelques secondes. Le ministre Dominique Leblanc a été très clair. Lui, il s'attend à annoncer quelque chose d'ici la fin de la semaine prochaine, avant que la Chambre se lève. Donc, écoutez, ça devrait être une question de jour. Là, on devrait avoir notre réponse, là, enfin. On attend après ça. Catherine, Joël Denis, Émilie, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.